Bonjour Aude de Tocqueville. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de TV 78. Une magnifique exposition qui a lieu en ce moment au musée Lambinet et dont le sujet est Georges Gastet. Alors elle s'intitule Un Orient sans mirage et elle a lieu jusqu'au 18 février. Donc musée Lambinet à Versailles évidemment. Donc vous êtes la commissaire de cette exposition, mais pas que. Vous êtes avant tout écrivain. Oui. On va revenir un tout petit peu en arrière. Donc vous êtes écrivain depuis toujours. Vous êtes un écrivain qui aime beaucoup voyager, j'ai l'impression. Ah, dès que je passe une frontière, je suis contente. Voilà. Et votre dernier livre, alors, qui a beaucoup de succès, comment s'appelle-t-il? Alors, il s'appelle Atlas des cités perdues chez Artaud. Et c'est génial parce que je crois que les gens adorent qu'on leur raconte des histoires. Bien sûr. Et ils racontent les histoires des villes abandonnées dans le monde, à toutes les époques et sur tous les continents. Dans lesquelles vous êtes allé, bien sûr. Parfois, mais il y a une ville engloutie sous les eaux en Chine. Ça, c'est plus compliqué. D'accord, ouais. Je comprends. Ouais. Bon, ok. Ensuite, vous n'êtes pas du tout une commissaire habituellement. Vous êtes une écrivain, comme on vient de le dire, et il vous arrive une drôle de rencontre. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je suis tombée vraiment par hasard il y a quelques années sur les archives de ce peintre orientaliste qui s'appelle Georges Gastet. Ouais. Et j'ai eu vraiment un coup de foudre pour sa peinture et aussi pour l'homme qu'il était, parce que dans ses archives, il y avait une correspondance incroyable de cet homme avec son petit cousin Germain. Ouais. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'écrive quelque chose sur ce peintre qui est tombé dans l'oubli pendant 100 ans. Et parce que ça, je peux vous dire pourquoi. Enfin, c'était très expliquant. Pourquoi parce que c'était un excellent peintre, mais comme c'était un homme très sauvage, très libre, c'est pour ça que j'ai bien aimé cet homme-là. Et il est mort en Inde du Sud à 41 ans, donc vraiment très loin de Paris. En 1910. C'était la fin de l'orientalisme, donc en 1910. Ouais. Et donc, il y avait tous les mouvements picturaux qui émergeaient à ce moment-là. Et comme il était très sauvage, il a été suivi par aucun marchand comme Durand-Ruel et tout ça. Donc il était tout seul, il est mort à l'extrémité sud de l'Inde et donc au bout du compte, là il y a eu la Première Guerre mondiale et ses archives sont restées chez quelqu'un de sa famille pendant 100 ans. Là où vous les avez trouvées. Voilà. Et vous avez trouvé les archives et quelques tableaux, j'imagine. C'est ça. Quand je suis arrivée dans cette maison, je suis tombée en arrêt devant un petit gamin hindou qui était magnifique. Ouais. Et j'ai demandé à la dame qui avait cette maison, mais qui a peint ce tableau? Et la dame m'a dit, un artiste de la famille qui avait mauvaise réputation, qui est mort solitaire en Inde. Alors évidemment, ça a titillé ma curiosité. Et c'est parti. Et elle m'a légué ses archives. Et c'est pour ça qu'il y a 4 ans, je me suis dit, j'arrête les autres livres que j'étais en train d'écrire et je pars sur ces traces. D'accord. Donc il faut savoir que ce peintre, il est parti vivre tout d'abord en Algérie, après 4 ans en Algérie, 4 ans en Égypte, et après en Inde où malheureusement il est mort à 40 ans, 41 ans en 1910. Voilà. Alors vous l'avez suivi, comment ça s'est passé? Pour écrire cette bio, en fait, vous vous êtes dit, je vais écrire déjà son histoire. On n'est pas encore à l'expo. Voilà, donc je me suis dit, il faut vraiment que je prenne des photocopies très concrètes de ces tableaux et de ces photos, parce que je ne vous ai pas dit. Oui, c'est ça. Mais en plongeant dans ces archives, je suis tombée sur un trésor qui était 2 boîtes en bois, qui contenaient 250 plaques de verre, des petites plaques de verre. Oui, c'était formidable. Je les ai enlevées de la boîte, je les ai fait développer, et là, des merveilles absolues, d'une modernité incroyable, parce que Gastet, qui avait un œil de peintre, il vivait au milieu des populations locales. Les colons l'emmerdaient. Il était complètement immergé. Oui, donc ces photos sont incroyables. Ce sont vraiment des instantanés de la vie tous les jours de l'époque, en Algérie et en Inde. Parce que les photos égyptiennes ont été ont disparu. D'accord, donc oui, c'est autant un photographe qu'un peintre. Oui, alors lui se définissait comme peintre, bien sûr. Ouais. Alors peut-être que je le trahis en montrant ses photos, mais ces photos sont tellement belles que... Et en plus, elles ressemblent... Enfin, je trouve qu'il a un double regard et c'est très lié, en fait. Son regard de photographe et son regard de peintre. D'accord. Donc vous partez sur ces traces. Donc en Algérie, vous organisez des expositions déjà? Comment ça se passe? Alors pas du tout. Non. Donc quand je reviens de ces voyages, donc j'ai passé quelques mois à plonger aussi dans des archives et j'ai écrit ce livre donc chez Artaud qui s'appelle Traquer le soleil dans l'ombre. Et je me suis dit je peux pas sortir un livre comme ça d'un peintre inconnu sans faire une exposition. Ça aurait été un peu frustrant pour les gens. Oui. Merci. Absolument. Voilà. Et donc j'ai découvert le métier de commissaire d'exposition qui est formidable. Ouais. Et en mars 2013, j'ai
réalisé donc cette première exposition sur Gasté au musée du Montparnasse à Paris. Et là, des commissaires-priseurs m'ont dit, mais m'ont presque engueulé en me disant, mais comment on ne connaît pas ce peintre, c'est formidable. C'est de leur faute? Non, pas de la faute, mais ni de la vôtre. Donc là-dessus, après, comme je m'amuse toujours, je me suis dit, mon petit défi, c'est d'aller montrer ces photos en Algérie et en Inde. Et j'ai vu vraiment des Indiens pleurer devant ces photos, parce que l'Inde, elle est un peu immuable, et c'est formidable de voir la plongée dans l'Inde d'il y a 100 ans de Gasté. Pour eux, c'était extraordinaire. C'était hier? Oui. Oui, tout à fait. Et quand j'ai voyagé en Inde, je peux vous dire qu'il y a une permanence du temps. Enfin, c'est quand même incroyable. Ouais. Et en Algérie aussi. Donc, vous avez organisé des expositions là-bas? Oui. D'accord. Oui. De photos. Hein. Je n'ai pas emmené les tableaux, c'était un peu compliqué. Ouais. Très bien. Et donc, après? Et depuis, donc, quand je suis... Donc là, on était en 2013. Et j'ai organisé une autre exposition au musée Mandé de Rion. Et j'ai rencontré tout à fait par hasard, il y a un an, le directeur des affaires culturelles de la ville de Versailles, vraiment dans un dîner à Paris, absolument, et qui m'a dit qu'il cherchait quelqu'un, enfin il avait envie d'animer un peu le musée Lambinet, d'organiser. Oui, il m'a dit que l'orientalisme avait déjà été exposé juste avant, donc ça faisait une saison, quoi. Absolument. En continuité. Alors regardez, juste derrière vous ou à côté, bref, nous voyons un premier tableau. Est-ce que vous pouvez nous le commenter, celui-là? Oui, Gasté a passé 4 ans à Boussaada. Et là, c'est 2 petits garçons, donc juste à côté. Oui, c'est en Algérie. Boussaada, c'est une oasis à 300 km au sud d'Alger. Et c'est un ravissant tableau. C'est aussi 2 petits garçons qui regardent derrière un mur. C'est tout à fait charmant. Et on voit que Gasté ne peint pas du tout comme beaucoup d'orientalistes qu'on appelle académiques, enfin de salon. Il peint pas des scènes de harem, des scènes de chasse, de fantasia, et il peint vraiment la vie. Il dit toujours, il recherche jusqu'à l'obsession en fait la réalité, la vérité et l'émotion. Et l'émotion. C'est pour ça que ces portraits sont magnifiques d'ailleurs. Ouais. D'accord. Là justement, on en voit toute une galerie. Donc ça aussi, ce sont des Algériennes, je crois. Alors dans cette salle du musée Lambinet, j'ai voulu vraiment mettre une série de portraits de jeunes Algériennes et d'insister sur les regards, parce que il dit toujours, il veut vraiment aller jusqu'à l'obsession d'aller. Donc je disais, il dit la couleur locale, ça ne m'intéresse pas. Et je veux vraiment essayer de capter l'âme de mes modèles. Donc je trouve que ces portraits sont très touchants. Et alors, ce que vous avez fait aussi, c'est de faire exposer en parallèle 5 artistes contemporains. Bien oui, parce qu'après 2 expositions, je me suis dit, je ne vais pas recommencer la même exposition. Et je trouvais ça très intéressant de déplier l'œuvre de Gasté, de l'ouvrir à aujourd'hui. Et là, ces artistes contemporains m'ont fait un cadeau incroyable, parce qu'en travaillant sur Gasté, alors il y en a un, pour vous donner un exemple, qui est parti en Inde, qui a posé c'est un vidéaste qui s'appelle Jean de Boisson, et il a posé sa caméra là où Gasté avait mis le trépied de son appareil photographique. Et il a filmé, sans bouger, la vie en Inde, mais vraiment à l'endroit où Gasté était allé. Et là, le résultat est saisissant, parce qu'on voit à la fois la permanence de l'Inde, et puis aussi on voit à quel point les photographies de Gasté sont cinématographiques. Ça met presque les photos de Gasté en mouvement. Donc ça, c'est formidable. Et puis il y a un autre artiste qui s'appelle Hugues de Cointet, qui a créé une œuvre picturale à partir d'une photo de Gasté. Et elle est zen, contemplative. Mais oui. J'ai vu des petites jeunes filles algériennes s'asseoir sur la banquette devant cette œuvre. Elle est absolument sublime. Et elle a... je ne sais pas, cette exposition, je voulais vraiment qu'elle soit un peu contemplative, mystérieuse. Oui, elle est mystérieuse et contemporaine et vivante et hors norme finalement, parce que on va de surprise en surprise. Et ce peintre qui... Alors, en fait, le problème de ce peintre, Georges Gasté, j'ai toujours envie de l'appeler Gaston, mais c'est pas Gaston, c'est Georges. Bref, il n'était pas en très grande forme. Il souffrait de mélancolie. Oui, c'était quelqu'un qui était hypersensible, très solitaire. Il avait une enfance un peu difficile. Il avait du mal à se confronter aux autres. Oui. Donc à la fois, pendant tous ses voyages, il voulait toujours être reconnu. Et là, on voit une photo apparemment avec des... Vous voyez, regardez cette photo.
elle est... surtout quand on est un Européen et qu'on est à Bou-Saada, là c'est dans une rue de Bou-Saada, c'est les enfants qui courent vers vous. Évidemment, les femmes restent chez elles. C'est pour ça qu'il a fait pas mal de photos d'enfants. Oui, tout à fait. D'accord. Donc le pauvre, il souffrait donc de mélancolie et du coup, ça a fait qu'il a vécu un peu en sauvage, entre guillemets. Il a vécu en sauvage. En 1907, 3 ans avant de mourir, il était devenu vraiment le peintre des Indes parce que son petit cousin exposait quand même ses toiles qui partaient par bateau. Tout de même. Ah oui, tout à fait. Et qui arrivaient, les toiles arrivaient dans les salons des artistes français ou de Paris. Regardez cette photo. Dites-moi. Je vois à droite, vous avez la terrasse de Sita. C'est la terrasse. Il habitait là. Il a habité là pendant 2 ans. On est en Inde, à Agra, à 800 mètres à vol d'oiseau du Taj Mahal que vous voyez. Et je trouve que cette photo est vraiment symbolique de l'œuvre de Gasté. Elle est d'une mélancolie absolue. Elle est belle. On voit la rivière. Comme ça, je trouve que cette photo est vraiment magnifique. Ouais. Et cette petite fille, cette photo, on la retrouve dans des toiles. Il a peint une sanguine à partir de cette photo. Ouais. D'accord. Parce qu'en fait, il se servait quelquefois de ces photos pour en faire des tableaux. Alors, rarement. La photo servait, c'était pour se détendre. Mais effectivement, il y a quelques photos qui. Là, on a un autre portrait. Donc là, vous voyez, elle est magnifique, cette jeune femme hindoue qui vous regarde avec un regard un peu sauvage aussi. Je la trouve très très belle. D'accord. Donc en fait, lui, il a gardé un lien avec l'Occident par son cousin, et puis il se trouve que sa vie s'est terminée très tôt et tristement finalement, parce qu'il a souffert d'un manque de reconnaissance. Oui, mais pourtant il était très connu. Hein, ça vraiment, je tiens à le dire, puisque dans les archives, il a eu quand même 2 rétrospectives au Grand Palais après sa mort. Ah oui, ce qui n'est pas rien. Mais il lui est arrivé une histoire un peu triste quand il est arrivé dans le sud de l'Inde 2 ans avant de mourir. Il a découvert une ville extraordinaire qui s'appelle Madurai, qui est vraiment la capitale d'un hindouisme assez fort. Il y a un immense temple à Madurai, et dans ce temple de Madurai, il y a un bassin qui s'appelle le bassin du Lotus d'Or, et il a passé 9 mois à peindre ce bassin, et il a fait un tableau magnifique qui appartient aujourd'hui au musée d'Orsay et que vous pouvez voir au musée Lambinet. Ah, génial! Oui, absolument. Et vous l'avez vu là, il est passé il y a 3 secondes, et il s'est dit, là, je vais avoir une reconnaissance absolue. C'était son chef-d'œuvre. Voilà. Ce tableau est arrivé au Salon des Orientalistes de 1910. Il a été encensé par la critique, parce que j'ai tous les articles, mais il n'a pas été récompensé. Et là, je crois que il s'est allongé. Il s'est allongé et on l'a retrouvé mort. Il s'est alité sans manger, sans boire. Il s'est laissé mourir. Il s'est laissé mourir. De déception. C'est une espèce de suicide. Mais écoutez, je pense que maintenant, il est très très content de tout ce travail que vous avez fait. Alors, j'espère. Mais c'est évident. Et allons. C'est un excellent peintre, hein, vraiment. Oui. Merci beaucoup. Merci. Aude de Tocqueville. Merci. Et allons vite voir cette magnifique exposition très riche et très intéressante. Magnifique. Merci Aude. Merci. Au revoir.